Forge, des centaines de forgerons ont créé certaines des armes les plus redoutées de l'histoire. Aujourd'hui, en l'honneur de la mini-série historique Colisée, nous allons transformer notre forge en arène de gladiateurs romains. Au cours des prochaines semaines, une série de compétitions inédites. Voici les gladiateurs de la forge. Lors des 5 prochains épisodes, des forgerons vont s'affronter dans des compétitions à élimination directe. Le vainqueur deviendra gladiateur de la forge et recevra 5000 $. Il pourra ensuite retourner dans l'arène. Plus il gagnera, plus ses gains augmenteront avec des bonus à la clé. Ce soir, ça commence fort. L'un de ces féroces compétiteurs a une chance de remporter chacune de ces compétitions et la plus grosse somme d'argent jamais distribuée dans l'histoire du meilleur forgeron, 75 000 $. Qui va devenir gladiateur de la forge? La compétition commence maintenant. Je m'appelle Alex Silverman. Je viens de Manchester, dans le New Hampshire, depuis 4 ans, dont 2 en tant que professionnel. Je fais du combat en armure. J'ai des cicatrices pour le prouver. Du coup, je pense que je serai un excellent gladiateur de la forge. Mon nom de gladiateur, c'est Thorfinn Jarnisson. La victoire sera mienne. Je m'appelle Kurt, j'habite en Alaska, j'ai 31 ans et je suis forgeron professionnel. Je suis pas... Les gladiateurs étaient terrifiés. Moi, j'ai pas peur. Je me sens tout à fait capable de gagner une compétition moderne. Messieurs, bienvenue à la forge. Nous avons appelé cette compétition les gladiateurs de la forge. Aujourd'hui, on va commencer par un concours au cours duquel vous allez construire une lame de A à Z. Le temps sera écoulé, vos armes seront soumises à une série de tests par nos juges. À l'issue de ces tests, l'un d'entre vous sera désigné gladiateur de la forge. Voici les règles. Ce concours est composé de 10 épreuves, et pour chaque épreuve gagnée, vous recevrez un chèque de 5000 $. Si vous gagnez 5 fois d'affilée, vous recevrez un bonus de 10 000 $. Mais si vous décidez de compter toutes les batailles, vous gagnerez un bonus de 25 000 $, soit un total de 75 000 $. La vache. Ça fait beaucoup d'argent. Je veux vraiment gagner. Nous allons déterminer ce que vous allez construire à partir de notre mur d'armes romaines, qui sont toutes présentes dans la mini-série historique Colisée, ainsi que la technique de soudure à la forge que vous allez utiliser. On va tirer à pile ou face. Ça provient de l'Empire romain et a environ 2000 ans. Elle va déterminer qui pourra choisir en premier. Alex, si c'est face, vous pourrez choisir soit l'arme que vous voulez fabriquer, soit la technique de soudure à la forge. Kurt, si c'est pile, c'est vous qui choisirez. Si le premier forgeron choisit l'arme, l'autre choisira la technique et vice-versa. C'est parti. Et c'est face. Dire l'arme que vous allez fabriquer ou la technique. L'arme. Il y a 10 armes romaines sur ce mur. Faites votre choix. Le Falx. Ça a l'air d'être sympa à fabriquer. D'accord. Le falx est une arme du 1er siècle utilisée par les guerriers d'As et Thrace, ennemis de Rome, originaires de l'Europe de l'Est actuelle. Cette épée unique se caractérise par une lame courbée vers l'avant, aiguisée à l'intérieur, cure fatale. Il était si mortel que les Romains adaptèrent leur armure pour se protéger de ces coups dévastateurs. J'ai beaucoup travaillé sur des objets de cette longueur et sur ce genre de courbure. Donc je pense que ce sera parfait pour montrer ce que je fais de mieux en tant que forgeron. Et ça pourrait poser des problèmes à mon adversaire. Votre lame, de la pointe à l'endroit où le tranchant se termine, doit mesurer entre 58 et 63 cm. La profondeur de la couille. Les deux côtés de la lame doivent avoir une gouttière et le manche doit avoir un pommeau. Alex, vous avez choisi l'arme, donc Kurt, c'est à vous de choisir la technique de soudure à la forge. Je n'ai pas l'habitude de faire de longues lames, donc je dois me rattraper avec la technique. Alors, Damas torsadé. parfait. Messieurs, vous n'aurez que 8 heures pour cette épreuve. Au bout de 5h30, à la fin de la journée, l'un d'entre vous sera élu premier gladiateur de la forge et recevra un chèque de 5000 $. Bonne chance, l'épreuve commence maintenant. Il y a 75 000 $ en jeu. C'est énorme. 8 heures, ça peut sembler long, mais ils doivent fabriquer des falx. Ben et moi, on n'est pas d'accord.
8 heures, ce n'est pas beaucoup. Non, pas du tout. Damas torsadé, mais je le sens bien. Messieurs, on va voter au pouce. Vous êtes contents de voir du Damas? Torsadé. Je veux avoir un joli motif en relief. Mais je trouve que quand il y a trop de couches, ça ne ressort pas bien. Donc, j'empile mon acier. 2 couches de 15 N20, 2 de 10,95, etc. Ça me permet de réduire le nombre. Une torsion à faible épaisseur, ça peut être vraiment cool. Mais quand elle n'est pas large, ça ressemble plus à des rayures qu'à autre chose. Étant gay, je suis là en grande partie pour montrer aux gens qu'on peut être un queer flamboyant tout en martelant de l'acier chaud. Puis rentrer chez soi pour se vernir les ongles, se maquiller et profiter des plaisirs de la vie. Pour la biette, puis je vais la couper en 2 pour arriver à 40 couches. Ça va vraiment faire ressortir la lame. Le choix du Falk, s'il vous plaît? Oui, Oui, je suis content. Et toi, Doug? 3 pouces levés. Je suis entré dans l'armée en 2011. Et le fait d'être militaire m'a appris une chose importante. Gérer la pression. J'ai aussi appris à gérer mon temps. Et ça va vraiment m'aider dans cette compétition. 75 000 $, ça me permettrait de faire beaucoup de choses. Il est très important d'atteindre la température de soudage adéquate. Si c'est trop froid quand on forge, la pièce se désagrège et on se retrouve avec une banane. Et j'ai vraiment pas envie de ça. C'est ce que je recherche. C'est le moment crucial. J'ai peur de louper une soudure et de devoir tout recommencer. Les billettes d'Alex et soudure tiennent le coup. Ouais. Les soudures sont bonnes. Je peux étirer le tout. Oh, t'es si belle. Je me sens bien. Je n'avais jamais vu un gladiateur danser. On dirait que les soudures ont pris. Je suis très satisfait. Il ne me reste plus qu'à étirer ma billette. L'esthétique ne rentre pas en compte. Mais je pense qu'Alex va produire une très... Donc, j'espère que le fait d'avoir 40 couches et pas 20 va me permettre de remporter cette compétition. J'adore voir des forgerons se surpasser. Mais le fait d'ajouter une soudure à la forge, ça pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui l'exclut de la compétition. Il faut faire attention au temps. Oui. Je soude. Messieurs, il vous reste 6 heures. Je suis prêt à faire les torsadés. N'importe quelle soudure pourrait céder. Et je serai obligé de tout recommencer depuis le début. Allez. Pourquoi ils n'ont pas fixé cet étau au sol? Il bouge dans tous les sens. C'est vraiment dur de s'en servir. La torsion fait partie des critères. Si elle est ratée, je pourrais me faire éliminer. Le Damas torsadé, c'est un sacré challenge. Pour obtenir une épée, il faut une grosse bille. C'est vraiment pas évident. La deuxième fois, je sais où je dois mettre mon pied pour que l'étau arrête de bouger. Et j'arrive enfin à obtenir une belle torsade complète. Concernant la technique, le travail d'Alex vous plaît? Non à l'unanimité? Pourquoi? Il n'a fait qu'une torsade et demie. C'est le minimum syndical. Une fois qu'il aura étiré sa billette, on ne verra plus rien. Regardez Kurt. Je crois qu'il a fait d'or. Je veux obtenir assez de torsion pour qu'on puisse vraiment voir ce joli motif de torsade. Par contre, si je torsade trop, je risque de casser la billette en 2. Kurt a fait beaucoup plus de torsade. Et il a plus de couches visibles qu'Alex, donc je pense qu'il va obtenir un motif beaucoup plus joli. Maintenant, je peux former la lame. Messieurs, nous sommes à mi-parcours. Il vous reste 4 heures. Je travaille sur la mise en forme. Je vais frapper le bord de la lame sur la corne d'enclume, jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Ouais! Je peux passer à la trempe. Ça va être dur de garder la même température partout sur cette longue lame. C'est le moment où beaucoup de choses peuvent mal tourner. J'ai peut-être raté une inclusion, une fissure à froid pourrait exploser. Si quelque chose se passe mal, pas si j'aurai le temps de le réparer. Alex a trompé. Ça s'effrite. C'est la catastrophe. Si ma lame n'est pas bien trempée, c'est pas une lame. Elle remplit pas les critères. Je vais devoir refaire la trempe. Il est pas content, il retourne à la forge. Tout n'est pas à la même température. Quand on fait la trempe, on augmente leur torsion, de délamination et de fissure. Mais j'ai pas vraiment le choix.
J'espère que ça va marcher. Si ça se passe mal, ce sera peut-être fini pour moi. Nous assistons à la première compétition des gladiateurs de la forge. Nous avons 2 forgerons très talentueux, tout à fait capables de produire des falx solides. Quel suspense! L'un d'eux aura une chance de gagner 75 000 $. Alex a fait la trempe, mais apparemment, il n'est pas satisfait car il est retourné à la forge. Ça me stresse. Si ça se passe mal, je pourrais me faire éliminer. C'est parti! C'est la 2e fois qu'Alex trompe sa lame. Ouais, c'est bien mieux. Ouais! La lame a durci. Ça y est, la diète fait la bonne longueur. Ce qui veut dire que je peux commencer à donner une courbe à la lame. Je l'aplatis et j'introduis... Alex a choisi de faire une lame courbée dans une forge droite. Forcément, ça complique les choses. Alex, la prochaine fois, tu pourras choisir une lame qui rentre dans la forge. C'est intéressant d'avoir une courbe à l'intérieur. Beaucoup de forgerons précourbaient leurs couteaux de cette façon, puis ils martelaient les boutures concaves pour redresser la lame. On va voir s'ils arrivent à garder cette courbe. Parfait. Ma lame est dans les clous. Je peux faire le traitement. Les 2 lames ont été trompées. Je vais commencer à travailler le manche. J'ai l'intention de construire un manche en 2 pièces, parce que le modèle en a un comme ça, et je veux lui rendre hommage. C'est un peu bâclé. Quand j'assemble le tout, je vois des finitions mal faites, des petits problèmes ici et là, et je me dis que jamais je n'oserais vendre ça, mais le temps presse. J'espère que j'aurai assez de temps pour l'embellir, mais le plus important est d'obtenir une arme qui puisse être testée. Après la trempe, je commence à travailler sur le profil, pour lui donner sa forme finale. Mince. Je vois des fissures à froid. Ça affaiblit la lame. Si elle est frappée fortement contre quelque chose, elle pourrait très facilement se briser. Et il faut que j'y remédie. La seule fissure à froid, en espérant qu'elle ne soit pas trop profonde. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'encoche. Une délamination, c'est potentiellement un point faible. J'arrive à en gommer certaines, mais il y en a 2 ou 3 sur le bord qui semblent résister. Donc je crois que je vais les laisser. J'espère que ce ne sera qu'un défaut esthétique. Messieurs, il ne vous reste plus que 30 minutes. Maintenant que j'ai un manche, je peux commencer à affûter le tranchant. Je jette à cette magnifique lame en damas. J'ai pas le choix. Il faut vraiment que je fasse un truc mortel, si je puis dire. Avec un super tranchant. Je sais pas si je vais y arriver. On verra bien. Je pense que ma lame tiendra le coup. Je vais prendre le temps de faire les finitions. Ça a été long de faire 40 couches. Alors je veux qu'on voit bien le motif que j'ai choisi de créer. Parfait. Motif. Je n'ai plus qu'à ajouter le manche. Ça devait être tellement bien d'être au Colisée et de voir des gladiateurs faire des combats à mort avec ce genre d'armes. En tant que spectateur, oui, mais pas en tant que gladiateur. Oui. J'ai choisi Flamma comme nom de gladiateur parce que ça signifie le feu. Il était aussi soldat en Syrie. Vu que je suis dans l'armée et que je forge des lames, je me suis dit que ça collait plutôt bien. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. Cette première épreuve est terminée. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Je veux gagner les 75 000 $. Il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. Messieurs, voici le test de résistance. On va utiliser des armures de gladiateurs. Alex, vous êtes prêts? Pour l'honneur, pour la gloire et pour la compétition. Lâchez-vous. D'accord. Mon cœur bat à toute vitesse. Ce test va être brutal. J'espère que ça ira. Beau travail. Merci. Votre lame est toujours droite. J'adore le damas torsadé, mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas du tout sur votre lame. Il y a quelques petites déformations sur le bord, mais rien de grave. Tout est encore bien à sa place. La pointe est un peu décalée, mais vu la force des coups, votre arme s'en sort bien. Merci. Kurt, on y va? Allez-y. Très bien.
Jay Nilsson me fait peur. Il va taper contre cette armure comme un forcené. Je stresse à cause des fissures à froid. J'ai peur qu'il casse ma lame. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Bon travail, autre lame a survécu. Tout d'abord, j'adore le motif Damas. C'est très joli. Vous avez plusieurs délaminations, mais rien ne s'est détaché. J'ai un peu émoussé la lame. C'est à cet endroit qu'elle a été le plus malmenée, mais dans l'ensemble, elle a tenu bon. Rien ne s'est cassé. Merci. Messieurs, voici le test de tranchant. Alex, vous êtes prêts? Lâchez-vous. Ok. Parlons de votre phalx. Votre lame est un peu décalée à cause du test de résistance, mais votre tranchant est bien aiguisé. Le phalx est agréable à manier et votre arme peut couper. Merci. Kurt, vous êtes prêts? Coupez-moi ces poissons. C'est parti. Parlons de votre phalx. Le fait que la lame soit plus large, ça améliore encore plus le tranchant. Je le sens quand je coupe. Les délaminations sont toujours là, mais elles ne m'ont pas empêché de couper les poissons. L'arme peut couper. Merci. Vous avez passé les deux tests avec brio. Le moment est venu pour les juges de décider lequel d'entre vous sera le premier gladiateur de la forge. Pendant qu'ils discutent, je vais vous demander de quitter la forge. Maintenant que la première épreuve est terminée, vous avez une décision difficile à prendre car ces deux lames ont résisté au test. Qu'en pensez-vous? Les deux lames ont été bonnes lors du test de tranchant. La courbe vers l'intérieur est conçue pour couper et ça a fonctionné. La lame de Kurt est magnifique. Elle a un superbe motif Damas et la section transversale de la lame est très bien affûtée. Mais elle a des délaminations. Concernant Alex, le tranchant n'est plus aussi affûté et la lame a été endommagée lors du test de résistance. Le problème, c'est que si on ne l'avait pas vu faire, on n'aurait jamais deviné que la lame d'Alex était en Damas torsadé. Ça ne se voit pas. La lame est asymétrique et irrégulière. Vous avez une décision à prendre. Ben, t'as choisi? Oui. Jay? Ouais. Doug? Oui. Faisons-les revenir. Messieurs, vous avez donné du fil à retordre à nos juges, car vos lames étaient excellentes, mais ils ont fait leur choix. Le premier gladiateur de la forge, qui remporte 5000 $ est... Kurt, bravo. Félicitations. Merci. C'est mérité. C'est du beau travail. Alex, merci d'être venu et d'avoir tout donné. Malheureusement, vous avez perdu. Jay va vous expliquer pourquoi. Félicitations pour le choix de l'arme et pour votre travail acharné. Pendant les tests, vous avez obtenu des résultats à peu près équivalents, donc on a dû examiner les détails, et la lame de votre concurrent était plus raffinée et plus symétrique. Je comprends. Allez, vous êtes un forgeron talentueux. Malheureusement, je vais devoir vous demander de quitter la forge. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec leur décision. Mes modifications et mes finitions étaient moins bonnes que celles de Kurt. Le fait de participer au premier combat des gladiateurs de la Forge a été une occasion unique, et je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli. Kurt, t'as intérêt à continuer de gagner. Premier gladiateur de la forge, vous allez recevoir un chèque de 5000 $. Félicitations. Merci. Je suis officiellement un gladiateur de la Forge. Mais ce n'est pas fini pour autant. Allez-vous déposer les armes et rentrer avec votre chèque, ou allez-vous remettre votre titre en jeu dans la forge? J'y retourne. Fantastique. Félicitations pour votre victoire. On a hâte de vous revoir à l'œuvre. À bientôt. Maintenant que j'ai goûté à la victoire, je suis persuadé que je peux aller jusqu'au bout. Je m'appelle Brian Redford, j'ai 51 ans et j'habite à Los Angeles. Je suis forgeron amateur depuis environ 7 ans et demi. Si j'avais un nom de gladiateur, ce serait Flavius Crispus Gallus.
le coq aux cheveux blonds bouclés. Kurt, content de vous revoir et bienvenue à Brian. Ici pour la deuxième bataille de notre concours des gladiateurs de la Forge. Vous allez avoir 8 heures pour vous affronter en construisant une arme de A à Z. Kurt, vous êtes le champion en titre. Vous avez remporté la première compétition contre Alex. Vous avez gagné 5 000 $ et vous êtes devenu le premier gladiateur de la Forge. Vous allez défendre votre titre contre un nouveau concurrent. Si vous gagnez, vous remporterez 5 000 $ de plus, un autre titre de gladiateur de la Forge, et reste là la somme la plus importante jamais versée dans l'histoire de l'émission. Je vais tirer à pile ou face pour le choix de l'arme ou de la technique. Si c'est face, Kurt pourra choisir l'arme ou la technique que vous devrez utiliser tous les deux. Si c'est pile, c'est Brian qui choisira. Prêt? Oui. Oui. C'est parti. C'est face. Kurt, l'arme ou la technique? L'arme. Il y a 9 armes romaines sur ce mur. Faites-vous plaisir. Je regarde le mur et je ne sais pas quoi choisir. La courbe du Phalx a été difficile à réaliser. Je n'ai pas envie d'avoir à faire une autre courbe. Je préfère travailler sur une lame droite. Je choisis la spata. La spata était utilisée par la cavalerie romaine au IIIe siècle. Dotée d'une longue lame à double tranchant, elle permettait aux soldats de porter des coups dévastateurs depuis leur monture. Nous avons déjà vu cette lame 2 fois dans notre émission, et sa longueur et sa rainure centrale ont posé problème aux forgerons. Vous aurez 8 heures pour remplir les critères suivants. Entre la pointe et l'endroit où se termine le tranchant, votre lame doit mesurer entre 66 et 71 cm. Votre lame doit être à tout pral. Le manche devra avoir une garde en bois garnie d'une plaque de métal ainsi qu'un pommeau rond. Brian, c'est à vous de choisir la technique de soudure à la forge. Faites votre choix. J'ai envie de faire quelque chose qui change un peu, avec de jolis motifs. Je choisis le gomaï. Messieurs, vous n'aurez que 8 heures pour fabriquer cette gigantesque spata en gomaï. À la fin du temps imparti, nous ferons passer des tests à votre lame, deviendra gladiateur de la forge et recevra un chèque de 5 000 $. Bonne chance, vos 8 heures commencent maintenant. C'est la deuxième fois que Kurt participe au concours des gladiateurs. Il a déjà gagné 5 000 $ et un titre. Ben, vous avez fait beaucoup de compétitions. Qu'est-ce que ça fait de remettre son titre en jeu? On se demande pourquoi on fait ça. J'ai l'impression... Mais c'est un nouveau défi. Gagner 75 000 $, ce serait génial. Je pourrais m'acheter une presse, un marteau pilon, avoir tous les outils que je veux depuis des années. Ils doivent faire du gomaï. Le plus dur, c'est de bien réussir la soudure et d'avoir assez de matière pour pouvoir l'étirer. J'ai déjà fait des billettes en salmaï et en damas, mais jamais en gomaï. Donc pour moi, c'est un vrai défi. L'acier 1095 pour le noyau avec du nickel au milieu et de l'acier doux à l'extérieur. Attention! Je n'ai jamais travaillé le nickel, mais je sais que ça va être joli. J'ai l'esprit de compétition. J'ai choisi du 1095, du nickel et de l'acier doux. Vu qu'il y aura une rainure centrale, ma stratégie c'est de fabriquer un noyau très épais de 1095. Je soude, pas d'acier doux sur le tranchant. Allez! Brian a beaucoup d'acier. Il va pouvoir faire 2 épées. Mais aucune marge d'erreur si je veux finir mon épée en 8 heures. Je n'aurai pas le temps de recommencer. Kurt a un avantage, car la configuration de la forge lui est familière. Oui. Je vais faire en sorte que mes soudures soient bien fixées. Quand ça s'ouvrir, la calamine va s'infiltrer. Et je vais morfler en étirant la billette. Donc je vais y aller doucement pour obtenir des soudures de forge correctes du premier coup. Mes soudures sont bien. Je suis content. Si je n'avais pas été militaire, je ne serais sûrement jamais devenu forgeron. Et je n'arrivais pas à trouver le couteau à lame fixe qui me convenait, alors je me suis lancé. Et je suis tombé amoureux du métier en fabriquant ce premier couteau. Mon acier est à température. Je me dis qu'il est temps de passer à la presse. Ce n'est pas assez chaud. Le gomaï de Brian, c'est plutôt aïe aïe aïe. Oh non! Les soudures sont en train de lâcher. La billette est récupérable? À sa place, je recommencerai à zéro. Je regarde ma billette et il n'y a que les équipes.
Je n'ai pas assez de temps pour recommencer, alors je mets un peu plus de flux en espérant que ça marche. Elle est plus longue que ce que je pensais. C'est clair. Vous êtes content qu'il fasse une spata? Oui. De toutes les armes de gladiateur, je crois que c'est la plus longue. Kurt a la bonne longueur, il travaille la pointe à la grosse bleue. J'ai forgé ma pointe vite que je peux me concentrer sur la soie. Je veux être sûr d'avoir suffisamment de soie pour qu'elle soit bien épaisse et donc bien solide. Elle est parfaitement identique. Pas mal. Messieurs, il vous reste 6 heures. Je vais consolider ma billette. Il faut que ça marche. Je ne veux pas avoir à recommencer. Ah non, la billette de... C'est pas vrai. Ma soudure ne tient pas. Ce n'est pas du gomaï, c'est n'importe quoi. Ça ne s'arrête pas. Il faut que je trouve une solution, et vite. Il devrait recommencer, il ne fait qu'empirer les choses. Il faut qu'il se décide. Allez. Il n'y a plus rien à faire, je suis obligé de laisser tomber. Je vais garder le noix prendre du 80 CRV2 et du 15 N20. Je soude. Vous pensez que c'est une bonne idée de tout recommencer à zéro? Oui. Ryan a tellement d'acier qu'il va finir avec une épée de 66 cm. Ouais. Je peux vous dire que c'est horrible de devoir tout recommencer en pleine compétition. Oh non, c'est pas possible. J'ai fait n'importe quoi. Je vais devoir recommencer. Tu m'étonnes. Chaud devant. Genre à abandonner. Ça va partir dans tous les sens, mais je vais y arriver. Messieurs, vous êtes à mi-parcours. 4 heures viennent de s'écouler. Il vous en reste donc encore 4. J'ai façonné mon épée comme je voulais. Je peux passer la trempe. C'est surtout le nickel qui m'inquiète. Je ne sais pas comment il va réagir. J'ai peur qu'il se fende. Kurt attaque le traitement thermique. Il se débrouille vraiment bien. Très fine. Donc le traitement thermique va la modifier. Une fois que ma lame est à une température uniforme, je passe à la trempe. Kurt a trempé. Bien. Je suis content du résultat. Je sais que j'ai trop d'acier, mais on parle quand même d'une épée, là. Elle est si lourde qu'il est obligé de la tenir à deux mains. Je fais des objets lourds aussi, mais 4 fois plus gros. Il faudra tenir l'épée à deux mains. Il y a toujours une chance que ça vire au drame, sauf que là, je n'ai plus le temps de tout recommencer. Alors je suis terrifié. Ryan a trempé sa lame. Ma lame en ressort bien droite, bien solide. Je suis vraiment content. Je n'ai plus de temps à perdre. Je passe ma lame à la meuleuse pour créer une jolie rainure centrale. Il faut meuler 4 fois de façon identique. Oui. Si j'ai la chance de gagner cette compétition, je me servirai d'une partie de l'argent pour aller voir ma famille en Floride. Comme je vis en Alaska, je ne les vois pas souvent. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de gagner. Super! Centrale. Et le temps presse. Il faut que je m'attaque aux manches. Messieurs, il vous reste 2 heures. Ce bout de métal pèse au moins 2 kilos. Il faut que je réduise son poids de moitié, sinon l'épée sera trop lourde. À la base, cette épée a déjà tendance à avoir du poids vers l'avant parce qu'elle n'a pas de contrepoids. Et ça, c'est une lame de taille normale. Avec la lame que Brian étant trop lourde qu'elle sera très dure à manier. Ça nous est déjà arrivé de refuser de tester des armes qui étaient trop lourdes. Dès que je prends cette arme en main, ça tire sur mon poignet, mon coude et mon épaule. Nick, votre Ikakalaka est beaucoup trop lourde, nous ne pouvons pas la tester. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il faut que j'affine ma lame, mais il faut aussi que je travaille sur le manche. Donc là, je vais me concentrer sur le manche. Le manche s'adapte bien à la soie. Mais je vais avoir besoin d'un maintien mécanique. Sinon, il va se détacher lors du test. Et je vais me faire éliminer. Je soude. Ça fait plaisir de voir que Kurt, notre champion en titre, arrive à se débrouiller aussi bien. Ça a l'air pas mal. J'ai encore beaucoup de travail au niveau de la mise en forme et de l'affûtage. Mais je vais me donner à 100%. Messieurs, il vous reste 15 minutes. Non, te défais pas.
Le temps presse. Je n'ai plus de temps à perdre. Il faut que je colle le tout. Allez, ouais. Vu tout ce qu'il lui reste à faire, Brian ferait bien de se bouger. C'est bon. Le manche est en place, mais ça fait un gros trou. Je n'ai jamais rien fait de pire. Temps de fabriquer un intercalaire, ni de démonter le manche. Et la colle est en train de sécher. Du coup, je vais me débrouiller avec du scotch romain. Ok. Et voilà, tant que ça marche. Comme on dit, c'est la vie. Il faut vite que j'affûte ma lame. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. La compétition est terminée. J'ai l'intention de remporter toutes les compétitions. Ça m'aiderait vraiment à améliorer mon atelier. C'est pour ça que j'ai envie de gagner. Messieurs, voici le test de létalité. Kirk, vous êtes prêts? Oui, allons-y. Si je gagne, je remporte $5000 de plus. Mais j'ai peur que ma lame se déforme, étant donné qu'elle est très fine. Ça pourrait m'éliminer. Parlons de votre spatter. Tout d'abord, la façon dont vous avez fait ressortir le nickel, ça attire l'attention. On dirait qu'il y a des éclairs tout le long de la lame. Le tranchant est redoutable. Il pénètre très profondément dans son ventre et il coupe les os. Dans l'ensemble, votre arme peut tuer. Merci. Brian, vous êtes prêt? Oui, C'est parti. chaleur. Mais elle est quand même lourde. Donc, ça m'inquiète un peu. Ça commence même à me stresser. Il doit la prendre à deux mains. Non, je peux pas. Je vais pas le tenter. On a un problème. Il y a trop de poids sur mon poignet. Je ne peux pas la manier à une main sans me faire mal. Il faut la tenir à deux mains. C'était pareil avec l'autre? Non, avec l'autre, j'ai tout fait à une seule main. Donc on arrête le test. Oui. Brian, nous tenons à vous remercier pour votre travail acharné. Malheureusement, en raison du poids de votre lame, Doug ne peut pas la manier en toute sécurité sans utiliser ses deux mains. Je dois donc vous demander de quitter la forge. Je comprends, merci. Les juges ont raison, elle est trop lourde. En choisissant quelque chose de difficile comme le gonaille, je pensais prendre l'avantage sur Kurt. Je me suis fait éliminer. Mais Kurt, continue comme ça et déchire tout. Kurt, vous êtes élu gladiateur de la forge pour la deuxième fois. Vous avez maintenant 10 000 $ sur les 75 000. Félicitations. Merci. J'ai gagné la seconde compétition des gladiateurs de la forge. Alors, Kurt, après ces deux compétitions de 8 heures, êtes-vous encore d'attaque pour vous lancer dans une troisième épreuve? Carrément. Ce n'est pas ce qu'on appelle une belle victoire. Mais j'ai vraiment envie de remporter les 10 épreuves. Je suis prêt à gagner à nouveau. Et je suis prêt à me remettre au boulot. Il procéda avec calme, attendant patiemment que la chaleur se répartisse de manière uniforme. Cody obtint lui aussi une température idéale. Il fut très délicat lors de la première pression, respectant la nature du métal. Je suis agréablement surpris, car avec cette technique, il y a toujours une part de mystère. La texture que je vois est belle et unifiée. Paul avançait à un rythme impressionnant. Il ajoutait de la tension à l'acier, le sculptant avec une grâce d'ingénieur. Mon premier bloc est splendide. Je peux maintenant commencer à lui donner forme. Le métal danse sous mon marteau. Je vais affiner les pointes pour en faire un couteau élégant. Parfait pour le travail du bois et les activités de plein air. La création de deux lames identiques demandait une concentration sereine.
Gary, cependant, rencontra un petit obstacle. Une ligne apparut au milieu de son acier, signe d'une soudure imparfaite. Loin de se décourager, il garda le sourire. C'est un apprentissage constant. Entre la chaleur et le chronomètre, je dois trouver une solution créative rapidement. Je vais combler ces petits espaces avec soin pour offrir une lame digne de ce nom. Le temps filait doucement. Il restait 60 minutes. Les manches étaient prêts. Tim eut l'idée brillante de maintenir ces deux lames ensemble avec des pinces lors du polissage pour s'assurer qu'elles aient exactement le même profil. C'était une astuce d'une grande intelligence. La phase du traitement thermique approchait. Un moment crucial et presque magique où le métal durcit. Tim trempa sa première lame dans l'huile. Le résultat fut parfait, aucune fissure, juste une belle ligne droite. « J'adore ce moment », dit-il avec émotion. Paul, fort de son expérience de sportif et de manager, gérait la situation avec une grande confiance en lui, trempant ses lames avec succès. Le compte à rebours final résonna dans la bonne humeur. 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos outils. Chers amis, cette première étape est terminée. Bravo à tous pour vos efforts merveilleux. Les juges, avec leur sourire encourageant, commencèrent leurs observations constructives. Tim présenta son travail. Le juge le félicita pour l'épaisseur généreuse de ses lames qui permettait de belles corrections. Futur. Paul reçut des éloges pour la symétrie de ses couteaux et la solidité de son acier. Cody fut complimenté pour la droiture et la douceur de ses créations. Enfin, Gary présenta ses lames. Bien que très proches dans leur forme, les juges remarquèrent les petites imperfections de soudure avec beaucoup de douceur. « Chers amis, » annonça le présentateur, « vous avez tous réalisé un travail admirable. Cependant, l'un d'entre vous doit retourner à sa propre forge aujourd'hui. C'est Gary. Tes lames ont nécessité un peu plus de travail de structure que celles de tes camarades. Mais tu peux être immensément fier de ce que tu as accompli. » Gary sourit sincèrement. « Je suis très fier de moi. Je suis venu pour m'amuser. Apprendre et rencontrer de nouvelles personnes formidables. Car nous sommes tous de grands passionnés d'artisanat. » Ce fut une joie. L'étape suivante demandait aux 3 forgerons restants de finaliser leurs œuvres en ajoutant des gardes et des manches confortables. C'était une épreuve de finition, celle qui donne son âme à l'objet. Paul façonna sa garde en laiton avec une précision d'orfèvre. Cody, bien qu'il ait rencontré une petite difficulté avec un rivet récalcitrant, garda son calme et trouva une solution ingénieuse avec de la résine époxy. Lors des tests de solidité et de tranchant sur des supports d'entraînement, les lames prouvèrent leur efficacité. Les juges furent impressionnés. Cependant, le manche de Tim s'avéra un peu trop volumineux pour offrir un confort optimal. Avec une grande bienveillance, les juges lui annoncèrent qu'il devait quitter l'aventure. Tim, philosophe et souriant, déclara « L'apprentissage est éternel. La forge fait partie de moi. Et je continuerai à forger avec passion. » Paul et Cody, amis et respectueux du talent de l'autre, se qualifièrent pour la grande finale. Le défi suprême était de forger une arme historique d'une élégance rare, la 5DA. Une épée de la noblesse italienne des XVe et XVIe siècles. Célèbre pour sa lame triangulaire majestueuse et ses élégantes rainures destinées à l'alléger. De retour dans leurs forges respectives pour une durée de 4 jours. Les 2 artisans se mirent au travail. Paul opta pour un acier robuste, un acier 80 CRV2, garantissant une solidité à toute épreuve, tout en ajoutant des éléments en damas pour la poignée afin de rendre hommage à l'esthétique historique. Cody, maître dans l'art des alliages, entreprit de créer une lame complexe composée de 155 couches d'acier 15N20 et 1084, mariée avec élégance. Les jours passèrent, rythmés par le chant de l'enclume et la chaleur des fours. Paul surmonta avec brio le défi du traitement thermique dans un four légèrement trop court, utilisant une couverture isolante avec l'ingéniosité qui le caractérise. Cody, minutieux, creusa les 12 petites rainures avec une patience infinie.
veillant à la symétrie parfaite de son œuvre. Le grand jour du retour arriva. Les 2 chefs-d'œuvre reposaient sur la table, scintillants et fiers. Les juges procédèrent aux tests d'ergonomie et de tranchant sur des cibles d'entraînement en matériaux synthétiques et des pots en argile. L'épée de Paul s'avéra incroyablement solide et tranchante, bien qu'un peu lourde. Celle de Cody, avec son équilibre parfait et son esthétique époustouflante, glissait à travers les cibles avec une grâce absolue. Aujourd'hui, déclara le juge avec un large sourire. Le vainqueur de cette belle rencontre est Cody. Félicitations pour cette lame exceptionnelle. Oh. Ton travail était magnifique, la compétition fut très serrée, et ton talent est indéniable. Paul serra la main de Cody avec une joie sincère. C'était une expérience merveilleuse. Je suis fier de mon épée et je suis très heureux pour Cody. Son talent le mérite amplement. L'histoire de la forge ne s'arrêta pas là. Une nouvelle aube se leva sur l'atelier, apportant avec elle une nouvelle rencontre amicale baptisée le défi des forgerons. 4 nouveaux visages illuminèrent la pièce. Bill Peace, soutenu par l'amour de son épouse, présentait une lame en acier de Damas aux reflets hypnotiques. Rhys, un jeune prodige de 18 ans ayant appris son art avec passion et curiosité, dévoilait une machette robuste et humble. Thomas Franklin, ancien cuisinier devenu forgeron par amour pour sa femme, exposait un couteau de cuisine magnifiquement équilibré. Enfin, Carrie O'Connor, professeur d'arts martiaux, apportait une création inspirée de la tradition géorgienne, imprégnée de respect et de discipline. Leur premier défi consistait à tester la résilience de leurs outils sur un bloc de glace crystalline. Les éclats volèrent comme des diamants sous les lumières. Les couteaux de Bill, Thomas et Carrie passèrent le test avec brio, démontrant la qualité de leur traitement thermique. Malheureusement, le manche du couteau du jeune Rhys s'avéra un peu trop modeste pour offrir une prise parfaite. Avec des mots d'encouragement, les juges saluèrent le talent prometteur de Rhys. « Je n'ai aucun regret, » dit le jeune homme avec un grand sourire. « Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu montrer mon travail ici. Je vais retourner à ma forge, agrandir mes manches et continuer à apprendre. » L'étape suivante demanda aux 3 artisans restants de forger une petite dague de poussée en seulement 2 heures. C'était un exercice de rapidité qui demandait un esprit clair et serein. Bill tenta un motif de Damas complexe, mais face au temps qui filait, il sut adapter sa stratégie avec intelligence, porté par les mots d'amour que sa famille avait inscrits sur ses gants de protection. Thomas, méthodique, avança avec une précision d'horloger, préparant un manche en bois noble. Carrie, audacieux, se lança dans une torsion d'acier magnifique. À l'issue de cette épreuve express, bien que la lame de Carrie fût visuellement splendide, son manche s'avéra un peu trop imposant pour la fonctionnalité demandée. Il quitta l'atelier le cœur léger, heureux d'avoir réalisé son rêve de participer à cette belle célébration de l'artisanat. La finale opposa Bill et Thomas, 2 artisans au grand cœur. Leur ultime défi était de recréer un magnifique couteau d'inspiration historique avec une lame mesurant entre 43 et 48 cm, en associant différentes nuances d'acier pour obtenir un motif sublime. 6 heures de travail intensif, de concentration et de dépassement de soi. Les étincelles dansaient, les marteaux chantaient une mélodie de persévérance. Thomas mit tout son cœur dans le façonnage de sa désespérée. Il courut vers la meuleuse pour tenter d'affiner la forme de sa poignée et d'aiguiser sa lame avant le coup de sifflet final. Lorsque le temps fut écoulé, le silence retomba sur l'atelier, brisé seulement par les respirations haletantes des 2 héros du jour. Chapitre 8 – La consécration. Les tests finaux allaient révéler l'âme des lames créées. Les armes devaient faire preuve de tranchant, de solidité et surtout de sécurité pour l'utilisateur. Les experts examinèrent d'abord le travail de Bill. Sa dague à pousser, terminée avec soin, offrait une prise en main excellente et un tranchant remarquable. Son grand couteau de combat, bien que massif et d'une esthétique brute, s'avéra d'une redoutable efficacité lors des coupes de précision. Les juges soulignèrent que le manche aurait bénéficié de contours plus arrondis pour un meilleur confort.
Mais ils saluèrent la prouesse technique et la résilience dont Bill avait fait preuve. Vint ensuite le tour de Thomas. Les juges, avec une tristesse sincère, durent constater que la lutte contre le temps n'avait pas permis à Thomas de finaliser son manche de manière sécuritaire. La poignée, restée inachevée, présentait des échardes et des espaces qui rendaient son utilisation risquée. La priorité absolue des experts étant la sécurité. Ils furent dans l'incapacité éthique de soumettre l'arme au test dynamique. Avec des mots d'un profond respect, ils expliquèrent à Thomas que la sécurité de l'artisan primait toujours sur la compétition. Thomas, illustrant la noblesse de son caractère, accepta cette décision avec une compréhension totale. Il reconnut que son manche manquait de maniabilité et exprima sa fierté immense pour le travail accompli. Il savait qu'il repartait grandi, avec une richesse d'expérience inestimable. L'animateur, avec un sourire lumineux, se tourna alors vers Bill. Il déclara Bill grand vainqueur de ce tournoi exceptionnel, lui remettant le titre de champion et le chèque de 10 000 $. Bill, ému aux larmes, laissa éclater sa joie. Il dédia cette victoire à sa famille, à son épouse aimante dont le soutien silencieux avait guidé ses mains dans les moments de doute. Il avoua que la compétition avait été l'épreuve la plus intense de sa vie, mais que voir son rêve se réaliser en valait chaque seconde d'effort. Épilogue, l'âme de la forge. Alors que les lumières de l'atelier commençaient à s'adoucir, le calme revint parmi les enclumes. Les marteaux se reposaient, l'acier chaud reprenait sa teinte grise et paisible. Mais dans l'air flottait toujours cette énergie indescriptible, celle de la création humaine. Chaque forgeron, du premier éliminé au grand vainqueur, avait laissé une part de lui-même dans ce sanctuaire. Ils avaient partagé des rires, des doutes, des conseils et des encouragements. Ils avaient prouvé que l'artisanat n'est pas une quête solitaire, mais une aventure humaine magnifique où la matière n'est qu'un prétexte pour forger des liens indéfectibles. L'acier, brut et sans forme, leur avait enseigné la patience, la résilience et l'humilité. Et eux, en retour, lui avaient donné une âme, une beauté et un but. Dans le grand livre des traditions, une nouvelle page splendide venait d'être écrite, prouvant que tant qu'il y aura des cœurs passionnés pour faire danser les marteaux, le feu de l'inspiration ne s'éteindra jamais. Le respect de la matière, l'amour du travail bien fait et la chaleur de l'amitié continueraient à résonner éternellement au rythme joyeux de l'enclume. L'art de la forge, bien plus qu'un métier, restait un chemin de vie merveilleux et inspirant pour tous. Sous la lumière dorée des projecteurs, une chaleur réconfortante enveloppait la grande forge. C'était un lieu de création, un sanctuaire où le métal froid se transformait en œuvre d'art grâce à la passion et au dévouement. L'atmosphère était chargée d'une énergie positive, un mélange d'excitation et de camaraderie. 4 artisans passionnés s'apprêtaient à partager leur amour pour la métallurgie, prêts à forger non seulement de l'acier, mais aussi des souvenirs inoubliables. Et je me disais, comment vas-tu faire cela? Racontait un passionné avec un sourire radieux. Et il m'a répondu qu'il avait un simple briquet et qu'il avait réussi à forger un petit couteau à partir d'un vieux pare-choc. C'est là que la magie a commencé. Je m'appelle Paul Raspe, j'ai 42 ans. Je suis un forgeron amateur heureux et je travaille comme ingénieur électricien. J'ai passé une longue et belle période de ma vie à travailler pour l'agence spatiale. Un endroit où l'on apprend à rêver en regardant les étoiles. En tant qu'ingénieur, je comprends la poésie cachée derrière les phénomènes physiques, comme le traitement thermique. Être forgeron, c'est pour moi une extension naturelle de cette passion. Une danse harmonieuse avec les éléments. À ses côtés se tenait un jeune homme au regard brillant. Je m'appelle Cody Adelson. J'ai 29 ans et je suis un forgeron amateur depuis 2 ans. J'ai eu la chance incroyable de contacter un ancien vainqueur du tournoi. Et c'est lui qui m'a enseigné avec bienveillance les secrets de cet article. La forge m'a montré tout ce que j'avais encore à apprendre. Et je suis rempli de gratitude pour ces leçons. Un peu plus loin, un autre participant ajustait son tablier en cuir avec enthousiasme. Je m'appelle Gary Riemann. J'ai 23 ans et je pratique la forge en amateur depuis 5 belles années.
quand je suis dans mon atelier avec mes amis. C'est un véritable festival de rire et de découvertes. Tous les forgerons que je connais sont de grands passionnés. Des érudits au cœur tendre qui aiment partager leur savoir. La voix chaleureuse du présentateur résonna dans la pièce, invitant au rêve. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette magnifique forge. Vous avez tous les quatre décidé de participer à cette merveilleuse célébration de l'artisanat. Cette rencontre se déroulera en 3 étapes amicales. À la fin de chaque étape, bien que l'un d'entre vous doive retourner à sa propre forge, nous célébrerons le travail de chacun. Toutes les décisions seront prises par nos juges bienveillants derrière moi. Ce sont eux qui auront la douce tâche de désigner celui qui repartira avec une bourse de 10 000 $ pour soutenir ses projets créatifs. Je suis certain que vous êtes prêts à commencer. Alors allons-y, avec le sourire. Chers forgerons, vos enclumes sont recouvertes d'un tissu velouté. Allez-y, découvrez vos trésors. Sous les tissus se cachaient les matériaux qui allaient donner vie à leur imagination. Ce que vous avez chacun devant vous, ce sont 2 petits conteneurs et 2 réserves d'acier. Votre noble tâche aujourd'hui est de fabriquer non pas un, mais 2 couteaux identiques, tels des jumeaux parfaits. C'est parti. Faire 2 couteaux en 3 heures était un défi stimulant. Ils allaient créer de l'acier de Damas, une technique ancienne et fascinante. La consigne était claire et inspirante, forger 2 lames dans leur style caractéristique, avec des dimensions comprises entre 18 et 23 cm. Ceux qui accéderaient à la 2e étape auraient l'occasion d'ajouter un manche à ces lames, les transformant en outils complets. Les juges évalueraient ensuite leur solidité sur une plaque de métal et leur tranchant sur une toile robuste, dans le respect total de la sécurité et de la bienveillance. Chers forgerons, nous avons 3 heures devant nous. Alors bonne chance et amusez-vous bien. Le temps commence maintenant. La salle s'anima d'un joyeux brouhaha. 2 morceaux d'acier provenant d'un support d'entraînement. C'était une idée ingénieuse de recyclage. Les participants allaient devoir faire preuve d'agilité mentale. Gary, toujours optimiste, expliqua sa stratégie. Personnellement, je vais m'occuper du premier conteneur avec douceur. Et je vais le mettre au feu pendant que je prépare le second. Il y a largement assez d'acier pour faire de belles lames de 20 cm. Habituellement. Je prends mon temps, je fais un couteau par mois. En faire 2 en 3 heures. C'est une aventure palpitante. Pour ce défi, Paul décida de répartir harmonieusement les matériaux pour que les motifs soient les plus proches possibles. Je vais m'assurer de bien fermer les boîtes, mais en laissant un petit souffle d'air pour éviter que la pression ne fasse sauter le couvercle. C'est une question d'équilibre. Cody, avec une minutie exemplaire, nettoyait l'intérieur de ses conteneurs avec soin pour assurer une soudure parfaite. Il savait que la propreté était le secret d'un alliage réussi. Je place tous les éléments d'un côté pour garantir une belle homogénéité. C'est le moment de les confier au feu. Le feu crépitait, offrant une lueur réconfortante. Le travail de l'acier de Damas en conteneur demandait une attention particulière. Il fallait atteindre la température idéale, celle où le métal prend une belle couleur de beurre fondu, douce et lumineuse. Tim obtint la bonne couleur. Si l'on applique une pression douce et équilibrée sur les 4 côtés, on obtient une belle soudure solide. C'est merveilleux de voir la matière s'unir ainsi. Son cœur le soutien inconditionnel de son épouse, qui l'encourageait tendrement dans sa passion dévorante. Il apporta une magnifique lame en acier Damas de 160 couches, ornée de mitres en laiton. Rhys, le Benjamin du groupe à seulement 18 ans, représentait la nouvelle génération. Autodidacte passionné, il avait appris les rudiments de son art en regardant des vidéos éducatives. Sa présence ici était un vibrant témoignage de la puissance de la transmission du savoir à l'ère numérique. Il présenta une solide machette, reflet de sa détermination juvénile. Thomas Franklin, 34 ans, apportait une perspective unique. Ancien cuisinier, il avait découvert la forge grâce à sa femme qui l'avait encouragé à fabriquer ses propres couteaux de cuisine.
Ses créations étaient imprégnées d'un amour pour la gastronomie et le partage. Il dévoila un couteau élégant en acier au carbone, agrémenté de rivets scintillants. Cary O'Connor, professeur d'arts martiaux de 45 ans, percevait la forge comme une extension de sa philosophie de vie, où la discipline de l'esprit rencontre celle du corps. Il espérait que son sang-froid lui serait bénéfique. Il offrit au regard des experts un poignard géorgien robuste, témoignage d'un héritage martial respecté. Le premier défi était d'une simplicité désarmante mais d'une exigence absolue. Les lames personnelles des forgerons allaient être testées sur un bloc de glace pour évaluer leur résilience géométrique. Il ne s'agissait pas de violence, mais d'une étude clinique de la résistance des matériaux face à une contrainte thermique et physique. Bill fut le premier. Sa lame traversa la glace avec l'aisance d'un oiseau fendant l'air. L'acier Damas tint bon, révélant la qualité de ses soudures. Thomas et Cary passèrent l'épreuve avec un succès similaire, leurs manches absorbant les chocs tout en protégeant leur création. La machette de Rhys se comporta vaillamment, la lame restant droite et le fil intact. Cependant, les experts notèrent avec bienveillance que le manche, bien que joliment arrondi, était légèrement trop fin pour offrir un confort optimal lors d'une utilisation prolongée. Avec une grande douceur, ils expliquèrent à Rhys que l'ergonomie est aussi importante que la solidité. Rhys accepta cette leçon avec une maturité impressionnante pour son jeune âge. Il quitta l'atelier le sourire aux lèvres, remerciant les juges pour leurs conseils précieux. Il savait que cette expérience n'était que le début d'un long et beau voyage dans le monde de l'artisanat. Chapitre 6. La course contre le temps. Bill, Thomas et Cary, les trois artisans restants, firent face à leur deuxième défi. L'animateur, avec son enthousiasme communicatif, annonça la tâche, forgée, en seulement 2 heures. Une dague à pousser. Une arme de conception très spécifique dont la lame perpendiculaire au manche exige un équilibre parfait. La lame devait mesurer entre 10 et 12 cm. Pour corser cette épreuve stimulante, les forgerons devaient partir de barres d'acier empilées, nécessitant une soudure à la forge pour créer une trousse homogène. Réaliser une soudure parfaite. Façonner la géométrie complexe d'une dague à pousser et effectuer la trempe en 120 minutes relevait de l'exploit sportif. Cary, puisant dans sa concentration de maître en arts martiaux, décida d'ajouter une touche de poésie à son travail en réalisant un acier Damas torsadé. C'était un pari audacieux, car la torsion de l'acier chaud demande un temps précieux. Mais le résultat visuel est souvent magnifique, rappelant les spirales de l'ADN ou les tourbillons d'une rivière étoilée. Thomas, s'appuyant sur son expérience des coups de feu en cuisine, géra son temps avec une organisation impeccable. Il laissa son acier chauffer à la température idéale, sachant que la patience est souvent la clé de l'efficacité. Lorsqu'il passa au pilon mécanique, ses gestes étaient sûrs et mesurés. Bill, quant à lui, laissa son enthousiasme déborder. Il utilisa une quantité d'acier beaucoup trop importante, pensant que l'abondance faciliterait son travail. Il se retrouva rapidement à lutter contre un bloc massif, essayant désespérément de l'affiner. Lors d'un passage sous la presse hydraulique, la pression fut légèrement trop forte et le bloc commença à s'ouvrir. Plutôt que de paniquer, Bill fit preuve d'une grande lucidité. Il nettoya la plaie du métal, ajouta du flux de soudure et retourna au feu pour réparer son erreur. Pendant qu'il luttait contre la matière rebelle, la fatigue commença à s'installer. Mais en baissant les yeux, Bill vit les mots tendres que sa femme et ses enfants avaient écrits sur ses gants de protection. Ces petits messages d'amour furent comme un baume sur son cœur. Puisant une force nouvelle dans ces mots, il refusa d'abandonner. Il se battit avec acharnement pour donner à son acier la forme requise. Les dernières minutes furent une véritable chorégraphie de meuleuses et d'étincelles. Cary, dans sa hâte, effleura malencontreusement la bande abrasive de la machine, s'écorchant légèrement le doigt. Fidèle à son esprit de combattant, il ne ralentit pas, se contentant de sourire face à cet aléa du métier. Tous parvinrent à réaliser la trempe essentielle avant que le compte à rebours ne s'achève. Leurs œuvres, bien que brutes, témoignaient d'un effort surhumain et d'une passion inébranlable.
Les experts examinèrent les dagues ébauchées. L'œuvre de Thomas fut saluée pour sa conception solide et la promesse d'une soie intégrale bien pensée. La lame de Bill, malgré ses difficultés initiales, possédait un acier damas superbement soudé. Bien qu'il lui manquât encore la définition des biseaux. L'œuvre de Cary arborait un motif torsadé splendide. Mais la base de sa lame était jugée un peu trop large par rapport aux manches prévues. Ce qui aurait nécessité un temps de correction très important lors de l'étape suivante. C'est avec beaucoup d'affection que les juges durent se séparer de Cary. L'artiste martial accueillit la décision avec une sérénité exemplaire. Il exprima sa joie d'avoir pu concrétiser son rêve de participer à cette belle aventure. Affirmant qu'il n'éprouvait aucun regret, seulement de la gratitude pour cette expérience partagée. Chapitre 7. L'ultime chef-d'œuvre. Pour la grande finale. Bill et Thomas devaient non seulement achever leur dague à pousser en y ajoutant des manches confortables, mais également forger, en 6 heures, une réplique d'un prestigieux couteau de combat historique. Cette nouvelle lame devait comporter un motif complexe appelé sans-maillis, où un cœur d'acier dur est pris en sandwich entre 2 couches extérieures d'acier damas protecteur. La lame finale devait mesurer entre 43 et 48 cm et arborer une courbure élégante en forme de bec d'oiseau. 6 heures pour accomplir ces 2 tâches prodigieuses représentaient l'équivalent d'un marathon, couru à la vitesse d'un sprint. Bill, galvanisé par son passage en finale, adopta une stratégie audacieuse. Il décida de souder 2 blocs d'acier damas simultanément. Cette méthode exigeait une attention divisée et une maîtrise parfaite des températures. Heureusement, sa concentration était à son apogée. Et ses soudures s'opérèrent avec une fluidité remarquable. Thomas, l'ancien chef cuisinier, transforma son espace de travail en une véritable cuisine étoilée. Il jonglait entre la fabrication de son grand couteau et l'ajustement de sa petite dague avec une grâce presque chorégraphique. Chaque seconde était optimisée, chaque geste avait une utilité. Cependant, forger une lame d'une telle largeur demandait un effort physique considérable. Les muscles douloureux, Thomas ne cessa jamais de sourire, animé par l'amour de l'effort. La trempe des longues lames fut le moment le plus spectaculaire. Plonger une lame composée de plusieurs aciers différents dans l'huile est toujours un moment de vérité. Car les matériaux réagissent différemment à la baisse brutale de température. La lame de Thomas en ressortit avec une courbure gracieuse, parfaite. Celle de Bill subit une légère déformation. Avec un calme olympien, Bill redressa doucement le métal encore tiède. Acceptant de sacrifier un peu de perfection esthétique pour garantir la fonctionnalité de l'outil. L'étape de la fabrication des manches s'avéra être le véritable juge de paix. Bill décida de façonner un pommeau en laiton fixé par une tige filetée. Lors de l'assemblage, un refroidissement trop rapide à l'eau provoqua une fracture de la soudure. Son pommeau se détacha. La panique tenta de l'envahir, mais l'esprit de la forge l'encouragea à respirer profondément. Il reprit ses éléments, effectua une nouvelle soudure avec douceur, et laissa le métal refroidir naturellement à l'air libre. Cette patience fut récompensée, le pommeau tint bon, solide comme un roc. Du côté de Thomas, le temps devint son adversaire le plus redoutable. Il choisit un matériau composite robuste pour son manche. Mais celui-ci s'avéra incroyablement résistant au perçage. Il dut lutter contre la matière pour créer l'espace nécessaire à l'insertion de la soie. Les minutes s'égrenaient à une vitesse folle. Dans un élan des as d'un sculpteur. Cependant, le parcours ne fut pas dénué d'obstacles. Gary, en travaillant son second bloc, découvrit une ligne sombre au centre de son acier. C'était une délamination, un endroit où la soudure n'avait pas parfaitement pris. Plutôt que de se laisser abattre, Gary prit une grande inspiration. Il savait que dans la forge, comme dans la vie, les imperfections font partie du voyage. Il utilisa tout son savoir-faire pour tenter de réparer la faille, remplissant l'espace avec de la soudure fondue pour sauver sa création. Son optimisme et sa persévérance étaient une véritable leçon de courage. L'heure tournait, et l'atelier résonnait de l'activité frénétique des meuleuses. Les étincelles pleuvaient en cascades dorées. Tim,
faisant preuve d'une intelligence tactique remarquable. Décida de fixer ces deux lames ensemble avec des pinces lors du meulage. Cette astuce ingénieuse lui permettait de tailler les deux profils simultanément, s'assurant ainsi qu'ils seraient parfaitement identiques. La phase de trempe, le moment où l'acier chaud est plongé dans l'huile pour durcir, approchait. C'était une étape redoutée, car le choc thermique pouvait courber ou même briser le métal. Paul trempa ses lames l'une après l'autre. L'acier chanta en touchant l'huile, et lorsqu'il les retira, elles étaient droites et robustes. Cody, de son côté, remarqua une légère courbure sur l'une de ses lames après la trempe. Mais il ne s'inquiéta pas. Avec son esprit positif, il savait qu'il pourrait corriger cette petite imperfection lors des finitions. Tim et Gary réussirent également leur trempe, un soulagement partagé par toute l'équipe. Lorsque le compte à rebours final retentit, les 4 hommes posèrent leurs outils. Épuisés mais le cœur rempli de la fierté du travail accompli. Chapitre 3. Le jugement bienveillant. Les experts s'approchèrent pour examiner les œuvres. Leurs regards n'étaient pas ceux de juges sévères, mais ceux de mentors cherchant à valoriser le talent et à offrir des conseils constructifs. Ils félicitèrent Tim pour son ingéniosité. Bien que de légères irrégularités fussent présentes, l'épaisseur de ses lames permettait encore de nombreux ajustements. Paul reçut des éloges pour l'élégance de ses profils et la solidité de son acier, témoignant de sa maîtrise technique. Les lames de Cody furent qualifiées de presque parfaites, leurs lignes claires reflétant son incroyable potentiel. Vint le tour de Gary. Les experts admirèrent la beauté de ses soudures initiales et saluèrent son immense résilience face aux difficultés. Cependant, avec une honnêteté bienveillante, ils durent souligner que les délaminations structurelles nécessitaient un travail de réparation qui dépassait le temps imparti, et que ces lames présentaient des différences de longueur trop prononcées. Avec beaucoup de respect, ils annoncèrent que Gary ne pourrait pas poursuivre la compétition. Gary accueillit la nouvelle avec un sourire radieux. Il exprima sa fierté d'avoir participé, d'avoir repoussé ses propres limites et d'avoir partagé ce moment magique avec d'autres passionnés. Il quitta l'atelier sous les applaudissements chaleureux de ses pairs, laissant derrière lui une aura de joie et de fair-play. Pour les 3 forgerons restants, l'aventure continuait. Le défi suivant consistait à ajouter des gardes et des manches à leurs 2 lames pour les transformer en outils fonctionnels. Le tout en 2 heures. Cody, toujours ingénieux, utilisa du laiton, un matériau noble et élégant, pour façonner ses gardes. Il perça soigneusement les trous pour insérer la soie de ses lames. Paul, de son côté, rencontra une petite difficulté, l'ajustement de sa garde n'était pas parfait. Mais loin de se décourager, il fit preuve de créativité et décida de souder délicatement la pièce pour assurer sa solidité. Il accepta cette imperfection comme faisant partie de l'histoire de son couteau. Tim travaillait avec une concentration absolue, mais le temps lui joua un tour. En ajustant le manche, il réalisa qu'il manquait 2 cm de matière pour atteindre la garde. Sans perdre son calme, il ajouta un élégant insert en bois pour combler l'espace, transformant une erreur potentielle en un détail esthétique charmant. Cody, lors de l'assemblage de son manche, enfonça un rivet qui se tordit légèrement, bloquant la pièce. Dans un esprit de résolution positive, il coupa le rivet, perça un nouveau trou et sécurisa l'ensemble avec de la résine, prouvant qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Une petite coupure au doigt, rapidement soignée par une équipe médicale attentionnée, ne fit que renforcer sa détermination. À la fin de ces 2 heures intenses, les couteaux furent soumis à des tests visant à évaluer leur solidité et leur fonctionnalité. Les experts frappèrent doucement des surfaces métalliques pour tester la résilience du fil, puis évaluèrent la netteté sur des cibles souples. Les œuvres de Paul et Cody se distinguèrent par leur incroyable robustesse et leur ergonomie. Les couteaux de Tim, bien que magnifiques et tranchants, présentaient des manches légèrement surdimensionnées, rendant leur manipulation moins confortable. C'est avec une profonde gratitude pour son travail remarquable que les experts annoncèrent à Tim la fin de son parcours. Tim, digne et inspirant, remercia ses pairs. Il rappela que la victoire n'est qu'éphémère,
tandis que l'apprentissage, lui, est éternel. Il promit de forger jusqu'à son dernier souffle, emportant avec lui le respect de tous. Chapitre 4. La gloire de la 5DEA. Paul et Cody, désormais finalistes, rentrèrent chez eux pour l'épreuve ultime. Ils disposaient de 4 jours pour forger une arme historique empreinte de noblesse. La 5DEA. Cette magnifique épée, originaire de l'Italie de la Renaissance, tire son nom de sa largeur à la base, équivalente à la largeur de 5 doigts. Sa lame triangulaire, à double tranchant, est ornée de multiples gouttières, ou foulons, conçue pour l'alléger tout en conservant une rigidité exceptionnelle. C'était un chef-d'œuvre de géométrie et d'élégance. Le défi était immense. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm. Comporter 6 foulons de chaque côté. Et être couronnée par une garde courbée vers la pointe et un pommeau traditionnel. Dans son atelier de l'Illinois, Paul décida de ne pas se lancer dans la création d'un acier damas pour la lame principale, préférant concentrer son énergie sur la perfection de la forme et des détails en utilisant un bloc d'acier à haute teneur en carbone d'une fiabilité absolue. Il utilisa ses talents d'ingénieur pour creuser les 12 gouttières avec une précision mathématique, veillant à ne pas compromettre l'intégrité de l'épée. Lors de la trempe, confronté à un four légèrement trop court, il fit preuve d'une ingéniosité brillante en colmatant l'ouverture avec des fibres isolantes pour maintenir une chaleur homogène. La lame sortit du bain d'huile parfaitement droite, un triomphe de la science et de la volonté. Pour sublimer son œuvre, il intégra un manche forgé en acier damas, créant un contraste saisissant et magnifique. Cody, fidèle à son amour pour les motifs complexes, choisit de forger une lame composée de 155 couches d'acier soigneusement superposées. La création de cet acier damas exigeait une force physique et une délicatesse mentale incroyables. Il intégra de manière touchante des éléments de ses épreuves précédentes, utilisant des roulements à billes pour le pommeau, tissant ainsi un lien poétique entre son passé et son présent. De retour à l'atelier principal, les 2 artisans présentèrent leur chef-d'œuvre. Les experts furent émerveillés. L'épée de Paul respirait la puissance brute et la maîtrise géométrique. Celle de Cody éblouissait par la beauté hypnotique de ses motifs et son ergonomie exceptionnelle. Les tests qui suivirent furent une démonstration de l'excellence de leur travail. Les épées tranchèrent avec aisance, prouvant que la beauté n'enlève rien à la fonction. L'arme de Cody se distingua par une légèreté et une maniabilité remarquables, permettant des coupes d'une finesse inouïe. L'épée de Paul, bien que magnifiquement réalisée, s'avéra légèrement plus lourde, demandant un effort supplémentaire pour la contrôler parfaitement. C'est avec des mots empreints d'une immense admiration que les juges couronnèrent Cody Grant vainqueur de cette compétition. Il reçut son titre et son chèque avec une humilité touchante, voyant dans cette victoire la célébration de sa passion. Paul, tout aussi souriant, félicita chaleureusement son jeune adversaire. Il déclara avec philosophie que sa plus grande récompense était d'avoir créé une épée dont il était profondément fier. Cette rencontre s'acheva sur une image magnifique, 2 artisans, unis par le respect mutuel et l'amour éternel de la forge. Chapitre 5. L'aube d'un nouveau tournoi. L'atelier s'illumina à nouveau pour accueillir une compétition inédite. Un tournoi célébrant l'excellence et l'esprit sportif. L'atmosphère était chargée d'une attente joyeuse. 4 nouveaux artisans, porteurs de rêves et de talents uniques, firent leur entrée. Bill Peace, un père de famille dévoué originaire de l'Ohio, forgeait depuis 4 ans. Il portait dans ce temps ainsi un nouveau choc thermique. Lorsque le décompte final retentit, le soulagement se lut sur les visages fatigués mais souriants des 2 finalistes. Ils avaient donné le meilleur d'eux-mêmes. L'heure de l'évaluation sonna. Les armes de Bill furent testées avec succès, prouvant que malgré un manche un peu brut, la géométrie, la solidité et le tranchant exceptionnel de son travail répondaient présents. Malheureusement pour Thomas, le manque de temps l'avait empêché de finaliser correctement son manche. Des échardes de bois dépassaient et la garde présentait un écart qui risquait de blesser la main. Lors de l'utilisation, priorisant avant tout la sécurité,
Les juges décidèrent avec regret de ne pas tester l'arme de Thomas. Avec une bienveillance infinie. Ils félicitèrent Thomas pour l'immense effort fourni et le chemin parcouru. Thomas, serein et fier de ce qu'il avait accompli, accepta leur décision avec une grande noblesse d'âme, convaincu qu'avec quelques minutes de plus, son couteau aurait été exceptionnel. Bill fut donc déclaré grand vainqueur de ce défi hors norme, remportant le titre tant convoité et le chèque de 10 000 $. Les larmes aux yeux, submergé par une émotion teintée de gratitude et d'humilité. Il réalisa qu'il venait de vivre un véritable conte de fées. Son rêve était devenu réalité. Lorsqu'on lui demanda s'il serait prêt à revivre une telle aventure, il répondit avec un grand sourire lumineux qu'il le ferait peut-être, prouvant une fois de plus que la passion de l'artisanat, l'amour du travail bien fait et l'esprit de franche camaraderie sont des flammes qui ne s'éteignent jamais. Dans cette forge, au-delà des étincelles et du bruit des enclumes, c'étaient les cœurs qui avaient été façonnés avec le plus grand soin. Dans le vaste atelier baigné par la lueur chaude et dansante des brasiers, une atmosphère de camaraderie et de concentration régnait en maître. C'était un sanctuaire dédié à la transformation, un lieu où des éléments bruts et froids devenaient, sous la main experte d'artisans passionnés, des œuvres d'art fonctionnelles. Le chant des marteaux frappant l'acier résonnait comme une symphonie ancienne, un écho des traditions millénaires que ces forgerons modernes s'efforçaient de préserver. Ici, la compétition n'était pas une question de rivalité amère, mais plutôt une célébration du savoir-faire. Un défi lancé à soi-même pour repousser les limites de la créativité. Les étincelles volaient comme des étoiles filantes miniatures, illuminant les visages concentrés de ceux qui avaient consacré leur vie à l'art du métal. Parmi eux se trouvait Paul Raspe, un homme de 42 ans dont le regard reflétait la précision et la rigueur de son métier d'ingénieur électricien. Ayant longtemps travaillé pour de grandes agences spatiales, Paul apportait à la forge une compréhension profonde des phénomènes physiques. Pour lui, le traitement thermique n'était pas de la magie, mais une science exacte. Une danse moléculaire qu'il maîtrisait avec une élégance intellectuelle. À ses côtés, rayonnant d'une jeunesse enthousiaste, se tenait Cody Adelson. À 29 ans, il n'avait que 2 années d'expérience à son actif. Mais son talent naturel et son dévouement compensaient largement ce jeune parcours. Il avait été guidé par des forgerons de renom, absorbant leurs enseignements avec la soif d'apprendre d'un véritable passionné. Son approche était instinctive, presque poétique. Un peu plus loin, Gary Riemann, 23 ans, apportait une touche de légèreté et de bonne humeur à l'assemblée. Forgeron amateur depuis 5 ans, il voyait la forge comme un formidable terrain de jeu. Lorsqu'il travaillait avec ses amis, l'atelier se transformait en un joyeux bazar. Un lieu de partage où les geeks passionnés d'histoire et de métallurgie se retrouvaient pour façonner leurs rêves. Enfin, il y avait Tim, dont l'assurance tranquille témoignait d'une longue pratique. Gérant dans une grande entreprise et ancien sportif de haut niveau, il savait gérer la pression avec une grâce infinie. Il connaissait la valeur de la résilience et de la prise de décision rapide. Ces 4 hommes, unis par leur amour de l'enclume, s'apprêtaient à vivre une aventure humaine et technique hors du commun. Chapitre 1. Le défi de l'acier Damas. L'animateur, chaleureux et bienveillant, prit la parole pour accueillir les participants. Sa voix résonnait clairement dans l'atelier, portant une promesse d'excellence. Mesdames et messieurs, bienvenue à la forge. Vous avez tous les 4 décidé de participer à cette magnifique célébration de l'artisanat. Cette rencontre se déroulera en 3 étapes passionnantes. À l'issue de chaque manche, l'un d'entre vous nous quittera, mais n'oubliera jamais l'expérience acquise. Nos experts évalueront votre travail avec respect et équité pour désigner celui qui repartira avec la merveilleuse somme de 10 000 $. Vos enclumes sont recouvertes d'un drap. Je vous invite à le retirer. Les 4 hommes, le cœur battant d'une excitation joyeuse, soulevèrent l'étoile. En dessous, ils découvrirent le matériel qui allait être la fondation de leur première épreuve. 2 petits récipients en métal et de lourdes chaînes issues d'un sac de frappe. Pour ce premier défi, annonça l'animateur avec un sourire, nous vous demandons de réaliser non pas un,
mais 2 couteaux identiques en acier damas. En utilisant la technique de la boîte, vos lames devront mesurer entre 18 et 23 cm. Vous avez 3 heures. Que l'inspiration soit avec vous. Le temps commence maintenant. Fabriquez 2 couteaux en 3 heures, en partant de fragments d'acier enfermés dans une boîte. Était une tâche titanesque. L'acier damas, avec ses motifs tourbillonnants rappelant les vagues de l'océan ou les cernes d'un arbre centenaire, demande une patience et une précision absolue. Les forgerons devaient remplir leurs récipients de poudre d'acier et de morceaux de chêne, puis les chauffer à blanc avant de les compresser pour que les métaux fusionnent en un seul bloc massif. Cody, méthodique et serein, commença par nettoyer minutieusement l'intérieur de ces récipients avec un solvant pour éliminer toute impureté qui pourrait entraver la soudure. C'était une idée brillante. Il répartit les maillons de la chaîne de manière égale dans les 2 boîtes pour garantir que les motifs finaux de ces 2 lames soient aussi similaires que possible. Paul, avec son esprit d'ingénieur, opta pour une approche différente mais tout aussi réfléchie. Il décida de regrouper les petits éléments dans une boîte et les plus gros dans l'autre, espérant obtenir des contrastes uniques tout en conservant une intégrité structurelle parfaite. Il s'assura que la poudre métallique comble chaque interstice, chassant l'air pour éviter que la pression ne fasse éclater le couvercle sous la chaleur. Gary, porté par son énergie bouillonnante, choisit de faire confiance à son instinct. Il remplit ses boîtes avec une rapidité impressionnante, refermant les couvercles avec la conviction que la chaleur ferait son œuvre. Bien qu'il n'ait pas pris le temps de nettoyer son métal de manière exhaustive, sa confiance était belle à voir. Il croyait en la magie de la forge. Tim, habitué aux environnements exigeants, préparait ses boîtes avec une précision chirurgicale. Il limait les bords de ses couvercles pour assurer un ajustement parfait, sachant qu'une soudure extérieure risquait de céder sous la force de la presse hydraulique. Les 4 forgerons placèrent leur création dans les fours rugissants. C'était un moment de vérité. Un exercice de patience où seul l'œil exercé pouvait dicter la marche à suivre. Il fallait attendre que l'acier atteigne la couleur d'un beurre fondu sous le soleil d'été. Chapitre 2. La danse des marteaux. Paul fut le premier à juger que son acier était prêt. Avec des mouvements fluides et mesurés, il sortit la boîte incandescente du feu et la porta vers la presse hydraulique. Il appliqua une pression douce, respectueuse de la matière, sur les 4 côtés. C'était un dialogue silencieux entre l'homme et le métal. Cody suivit de près, observant la couleur de son acier avec une concentration absolue. La soudure primordiale était cruciale. Un mauvais geste, une température inadéquate, et les couches ne se liraient pas, provoquant des fissures irrémédiables. Mais la douceur de sa première pression porta ses fruits. La boîte restait intacte, promesse d'un bloc d'acier solide à l'intérieur. Gary, porté par son enthousiasme habituel, décida d'utiliser le pilon mécanique monumental, affectueusement surnommé le Grand Bleu. La machine frappait avec une force colossale. Si cette méthode était plus rapide, elle comportait le risque de déformer la boîte. En observant son métal, Gary remarqua une texture inhabituelle. Poussé par sa curiosité et son désir d'apprendre, il ouvrit délicatement la boîte. À sa grande joie, un bloc d'acier magnifique et compact se révéla. La soudure avait fonctionné. Pendant ce temps, Paul repoussait les limites de la rapidité. Avec une aisance déconcertante, il étirait déjà son métal, lui donnant la forme allongée des futures lames. Il travaillait à une vitesse fulgurante, frappant l'acier chaud pour former la pointe avec la grappe dans sa garde plate. Paul, toujours régulier, assembla ses pièces avec une précision millimétrée. La pose des manches s'avéra être un défi de taille. Cody rencontra une difficulté inattendue lorsqu'un rivet se coinça de travers, l'obligeant à faire preuve de créativité pour percer un nouveau trou. Dans la précipitation, il se fit une toute petite égratignure au doigt, rapidement soignée par un pansement amical, lui permettant de reprendre son travail avec encore plus de détermination. Tim façonnait ses manches en veillant à leur donner une belle forme, bien que le temps imparti rendît la tâche complexe. Lorsque le temps fut écoulé,
les experts procédèrent aux tests de solidité et de tranchant. Les lames furent soumises à des épreuves techniques, démontrant leur capacité à couper et à résister à des chocs mesurés. Les créations de Paul et de Cody brillèrent par leur efficacité et leur résistance. Les manches de Tim, bien que robustes, furent jugés un peu trop volumineux et moins confortables pour une utilisation prolongée. Avec une grande sagesse, Tim comprit l'évaluation des juges. Il quitta l'atelier en partageant une réflexion inspirante, rappelant que la victoire est éphémère mais que l'apprentissage est éternel, et qu'il resterait un amoureux de la forge pour le reste de ses jours. La troisième et dernière étape de cette première grande aventure opposait désormais Paul et Cody. Ils disposaient de 4 jours, dans le confort de leurs ateliers respectifs, pour recréer une arme historique fascinante, la 5DA. Cette épée, prisée par les nobles de la Renaissance italienne, tirait son nom de la largeur de sa lame, mesurant la taille de 5 doigts à sa base. L'élégance de cette arme résidait dans sa forme triangulaire à double tranchant et surtout dans ses multiples gouttières, destinées à l'alléger tout en lui conservant sa redoutable beauté géométrique. Il devait forger une lame mesurant entre 66 et 71 cm, ornée de 6 longues rainures de chaque côté. De retour dans son atelier de l'Illinois, Paul décida initialement de relever le défi de l'acier d'amas. Malheureusement, son métal subit une petite fissure inattendue. Loin de se laisser abattre, et faisant preuve d'une grande lucidité, il choisit de repartir sur une base solide en utilisant une plaque d'acier à haute teneur en carbone de très haute qualité. Son pragmatisme d'ingénieur lui permit de façonner une épée droite, robuste et magnifiquement équilibrée, surmontée d'un manche en acier d'amas orné de motifs en forme d'hameçon, ajoutant une touche poétique à son œuvre. De son côté, Cody, véritable virtuose de l'acier feuilleté, se lança dans la création d'un majestueux damas composé de 155 couches. Son travail fut une véritable symphonie de marteaux et de chaleur. Il parvint à creuser les 12 rainures avec une patience infinie, veillant à ne pas compromettre l'intégrité de sa lame. Lors de la délicate étape de la trempe, confronté à un four légèrement trop court, il fit preuve d'une belle ingéniosité en isolant la porte avec de la fibre protectrice pour conserver une chaleur optimale. Son audace fut récompensée par une lame parfaitement droite et resplendissante. Le jour des retrouvailles à la Grande Forge fut un moment de pure joie. Les deux amis présentèrent leurs œuvres d'art avec une fierté légitime. Les tests qui suivirent mirent en lumière l'incroyable qualité de leur travail. Les deux épées tranchèrent les cibles d'entraînement avec une facilité déconcertante et résistèrent, sans la moindre égratignure aux tests de robustesse. Cependant, la 5DA de Cody se distingua par sa légèreté exceptionnelle et sa maniabilité parfaite, respectant fidèlement l'esprit historique de l'arme. Les juges, admiratifs, couronnèrent Cody du titre de grand champion, lui remettant le chèque de 10 000 $. Paul, heureux pour son camarade, déclara avec une humilité touchante qu'il était fier de son propre travail et qu'il chérirait cette expérience enrichissante. Prêt à retourner forger dès le lendemain. La magie de la forge ne s'arrêta pas là. Une nouvelle compétition, baptisée avec humour le Grand Défi des Lames, réunit 4 nouveaux artisans tout aussi passionnés. Parmi eux, Bill Peace, un forgeron amateur depuis 4 ans, soutenu avec beaucoup d'affection par son épouse qui partageait sa passion débordante. Bill apporta une superbe lame en acier d'amas de 160 couches, ornée de mitres en laiton. À ses côtés, le jeune Rhys, âgé de 18 ans seulement, autodidacte merveilleux ayant appris son art grâce à des vidéos éducatives, présenta une robuste machette forgée à partir d'un ressort de suspension. Thomas Franklin, 34 ans, passionné de cuisine, s'était tourné vers la forge sous les encouragements bienveillants de sa femme pour créer les parfaits couteaux de chef. Son œuvre du jour arborait un fini texturé très élégant. Enfin, Carrie, 45 ans, professeur d'arts martiaux, espérait que sa grande discipline l'aiderait à surmonter le stress de la compétition avec sa réplique d'un poignard traditionnel géorgien, doté d'un magnifique manche en bois de séquoia. Dès leur arrivée,
Les juges annoncèrent que cette compétition commencerait par une épreuve de tranchant sur de grands blocs de glace, afin de tester les lames que les artisans avaient apportées depuis chez eux. Ce test, bien que spectaculaire, fut mené avec le plus grand soin. Les lames de Bill, Thomas et Carrie glissèrent à travers la glace avec une aisance remarquable, témoignant de la qualité de leur savoir-faire. Malheureusement. Le manche de la machette du jeune Rhys fut jugé un peu trop petit pour offrir une prise en main totalement sécurisée lors d'une utilisation prolongée. Avec une bienveillance toute paternelle, les juges expliquèrent leurs raisons. Rhys, affichant une maturité impressionnante pour son jeune âge, les remercia chaleureusement pour cette opportunité d'apprentissage, promettant de retourner dans son atelier pour s'améliorer encore. La deuxième manche mit les 3 artisans restants au défi de forger une dague à pousser en seulement 2 heures. En utilisant un assortiment de barres d'acier à haute teneur en carbone et d'alliage contenant du nickel pour créer un motif d'amas. Le temps était extrêmement court, poussant chacun à puiser dans ses ressources créatives et son sang-froid. Gary, qui était en fait Carrie, le professeur d'arts martiaux, opta pour une technique rapide de damas torsadé, espérant gagner un temps précieux. Thomas, appliqué et méthodique, géra la montée en température de son acier avec une grande sagesse, évitant ainsi tout risque de fissure. Bill, quant à lui, connut une petite mésaventure, ayant voulu utiliser une trop grande quantité d'acier. Sa trousse se délita légèrement sous la pression. Dans un moment de doute, il regarda ses gants de protection où sa femme et ses enfants avaient inscrit des petits mots d'encouragement. Cette douce pensée lui redonna la force de continuer. Il parvint à réduire la taille de sa pièce et à façonner la forme de sa dague. Le compte à rebours final fut intense. Mais tous parvinrent à tremper leur métal dans l'huile avant que le temps ne s'écoule. Lors de l'évaluation, les experts saluèrent l'esthétique du damas de Carrie, mais notèrent que le manche de sa dague était beaucoup trop volumineux par rapport à la lame, rendant l'outil difficile à manipuler. Thomas et Bill avaient également des finitions à apporter, mais leurs proportions étaient plus équilibrées. C'est ainsi que Carrie fut invité à quitter l'atelier. Il partit le cœur léger, avouant qu'il venait de réaliser un rêve merveilleux en participant à cette émission qu'il admirait depuis le tout premier épisode. La grande finale opposa donc Bill et Thomas. L'épreuve ultime, d'une durée de 6 heures, exigeait non seulement qu'ils terminent et affûtent leur dague à pousser, mais également qu'ils forgent un somptueux couteau de type 100 mai, composé d'un cœur en acier dur enveloppé de couches d'acier d'amas, inspiré d'une œuvre de maître. La lame devait mesurer entre 43 et 48 cm et présenter une pointe gracieuse en forme de bec d'oiseau. L'atelier résonna à nouveau du chant des marteaux. La gestion du temps devint une véritable chorégraphie. Bill, plein d'entrain, réussit ses soudures avec brio, jonglant harmonieusement entre sa dague et son grand couteau. Lors de la trempe, bien que sa longue lame ait subi une légère courbure, il préféra la laisser telle qu'elle, sachant pertinemment qu'une lame légèrement imparfaite mais achevée valait mieux qu'une lame brisée par une tentative de redressement hâtive. Thomas, de son côté, mit tout son cœur à l'ouvrage. Il travailla sans relâche pour étirer son acier et lui donner la forme souhaitée, mais le temps, ce grand maître impartial, filait à une vitesse folle. Dans la dernière heure, alors qu'il devait assembler les manches de ses 2 armes, la pression atteignit son apogée. Bill eut une petite frayeur lorsque le pas de vis de son pommeau céda. Mais avec une réflexion rapide et beaucoup d'ingéniosité, il parvint à souder une nouvelle tige filetée, s'assurant cette fois de la laisser refroidir naturellement. Évité spectaculaire. Bill tenta une soudure complexe qui s'ouvrit sous la pression, mais son esprit combatif, nourri par l'amour de sa famille dont les mots doux étaient inscrits sur ses gants, lui donna la force de ne jamais abandonner. Carrie, cherchant l'esthétique parfaite, opta pour un motif torsadé complexe. Malheureusement. Le manche de son œuvre finale ne respectait pas tout à fait les dimensions requises pour ce type d'outil spécifique. Il quitta la compétition avec un large sourire, reconnaissant d'avoir pu vivre son rêve télévisuel et d'avoir partagé sa lumière avec le monde.
Le dernier chapitre de cette merveilleuse aventure opposa Bill et Thomas. Leur mission ultime. Forger un grand couteau de combat aux proportions généreuses et aux lignes élégantes. En associant différentes techniques de superposition de métaux, le tout en seulement 6 heures. La forge résonna d'un rythme joyeux et soutenu. Les deux hommes jonglèrent entre la création de cette nouvelle merveille et les finitions de l'heure. Precedent Stakes. Thomas mit tout son cœur dans le façonnage de la lame, cherchant la symétrie parfaite. Cependant, le temps capricieux s'envola trop vite. Et il ne put finaliser le polissage de son manche en bois précieux. Bill, quant à lui, surmonta des brisures inattendues lors de l'assemblage de son pommeau. Prouvant qu'un esprit calme et persévérant peut résoudre tous les problèmes. Il répara son œuvre avec douceur et précision. Lors de la présentation finale, l'œuvre de Thomas, bien que magnifique dans son concept, ne put être évaluée en profondeur car son manche inachevé ne permettait pas une manipulation aisée. C'est avec une immense bienveillance que les juges saluèrent son talent et sa vision artistique. Bill, ayant réussi à livrer des outils à la fois sûrs, robustes et tranchants, fut couronné vainqueur. En recevant son prix, il fut submergé par une émotion joyeuse, dédiant cette réussite à sa famille et à la passion infinie qui l'animait. Ainsi, la grande forge s'endormit doucement, baignée par la douce chaleur des feux mourants. Elle avait été le théâtre de rencontres humaines exceptionnelles, de dépassement de soi et de créativité pure, rappelant à tous que le véritable trésor ne réside pas dans la compétition, mais dans l'amour du travail bien fait et le partage sincère entre passionnés. Dans l'enceinte majestueuse de la forge, baignée par la lueur ardente des fours et le murmure réconfortant des flammes, une magnifique aventure humaine et technique s'apprêtait à voir le jour. Ce lieu unique n'était pas seulement un atelier de travail. C'était un véritable sanctuaire où la rigueur de la science métallurgique rencontrait la passion créative de l'artisanat. L'ambiance y était empreinte d'une camaraderie joyeuse. Chaque participant partageant le même amour inconditionnel pour cet art ancestral. C'était un espace où l'on forgeait non seulement le métal, mais aussi de solides amitiés et des souvenirs inoubliables. Parmi les passionnés présents se trouvait Paul Raspe, un homme de 42 ans au sourire chaleureux. Ingénieur en électricité de profession, il avait consacré de nombreuses années de sa carrière à travailler pour la célèbre agence spatiale américaine. Pour lui, la forge était une extension naturelle de son métier. En tant qu'ingénieur, il comprenait intimement les phénomènes physiques complexes, comme le traitement thermique, ce qui faisait de lui un forgeron méthodique et éclairé. Son approche scientifique se mariait à merveille avec son enthousiasme débordant. À ses côtés se tenait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans. Forgeron amateur depuis 2 ans. Cody rayonnait d'une énergie positive et d'une soif d'apprendre inextinguible. Il avait eu la chance d'être initié à cet art par Tyler, un grand champion reconnu, et portait en lui les précieuses leçons de son mentor. Le troisième participant, Gary Riemann, âgé de 23 ans, apportait une touche d'humour pétillant à l'assemblée. Forgeron depuis 5 ans, il aimait comparer ses amis de la forge à de grands passionnés, avouant avec un rire communicatif que lorsqu'ils se retrouvaient tous ensemble, l'atelier se transformait en un joyeux bazar de connaissances et d'échanges techniques. Enfin, Tim, un homme au passé de footballeur professionnel et aujourd'hui cadre dans une grande entreprise, complétait ce quatuor. Habitué à gérer la pression avec calme et bienveillance, il voyait dans ce défi une merveilleuse opportunité de tester sa concentration. Le grand défi fut lancé dans une atmosphère d'excitation palpable. Les 4 artisans devaient s'affronter dans un esprit de pure camaraderie lors d'une compétition amicale se déroulant en 3 manches. L'objectif ultime était de décrocher le titre honorifique de meilleur forgeron ainsi qu'une magnifique récompense de 10 000 $. Dès les premiers instants, les juges dévoilèrent les matériaux. 2 petits bidons métalliques et 2 morceaux d'acier issus d'un sac de frappe. La tâche était ambitieuse, ils devaient fabriquer non pas un, mais 2 couteaux identiques en utilisant la technique complexe de l'acier d'amas en cartouche. Le tout en seulement 3 heures.
Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. L'annonce de cette épreuve déclencha une vague de sourires concentrés. Travailler 2 lames simultanément relevait de l'exploit. Mais chacun y voyait une occasion de se surpasser. Gary, toujours optimiste, décida de nettoyer rapidement son métal avec de l'acétone, sachant que la moindre impureté pourrait compromettre la soudure. Cody, avec une minutie exemplaire, nettoya l'intérieur de ses cartouches, conscient que la préparation était la clé d'un résultat harmonieux. Paul, fidèle à son esprit d'ingénieur, choisit de placer tous les morceaux d'un certain type dans une cartouche et le reste dans l'autre, espérant ainsi obtenir une composition homogène et élégante. La chaleur monta dans l'atelier alors que les cartouches furent placées au cœur des flammes. La technique de l'acier d'amas en cartouche exigeait une patience infinie et une observation attentive. Il fallait atteindre une température précise, reconnaissable à une belle couleur rappelant celle du beurre fondu, avant de presser le métal. Tim, faisant preuve d'une grande maîtrise, fut le premier à obtenir cette couleur idéale. Avec une délicatesse remarquable, il appliqua une légère pression sur les 4 côtés de sa cartouche sous la grande presse hydraulique. Cody suivit de près, se réjouissant de voir son métal réagir parfaitement à la chaleur. Cependant, la forge réserve toujours son lot de surprises éducatives. Gary, emporté par son enthousiasme débordant, sortit sa cartouche un peu trop tôt et la soumit directement à la force du grand marteau-pilon. La texture qui en résulta révéla un léger défaut d'adhérence. Bien que contrarié, Gary ne perdit pas son sourire. Il savait que chaque erreur était une leçon précieuse. Avec une ingéniosité digne des plus grands artisans, il tenta de combler les espaces vides avec son poste à souder pour éviter toute contamination de son bel acier, démontrant ainsi une résilience admirable. Le temps filait, mais la concentration restait intacte. Paul, concentré et rapide, étirait son acier avec une grâce mécanique, veillant à ne pas oublier ses lames dans le feu. Chacun façonnait ses pointes, affinait ses profils, et préparait l'étape cruciale du traitement thermique, couramment appelée la trempe. Cody fut le premier à plonger ses lames incandescentes dans l'huile refroidissante. Un léger frémissement parcourut le métal, mais avec une habileté rassurante. Il corrigea la petite déformation qui s'était esquissée. Tim, fort de son expérience sportive, aborda cette étape avec une tranquillité d'esprit remarquable, obtenant 2 lames parfaitement trempées. Paul et Gary réussirent également cette étape décisive. Bien que les lames de Gary portassent les stigmates de son aventure avec le marteau-pilon. À l'issue de ces 3 heures d'efforts intenses, les outils furent posés. Les juges examinèrent les œuvres avec bienveillance et admiration. Les lames de Tim étaient louées pour leur épaisseur généreuse, celles de Paul pour leur solidité et leur ingéniosité, et celles de Cody pour leur symétrie presque parfaite. Malheureusement. Les petites fissures dans l'acier de Gary affectaient la structure de ses créations. Avec beaucoup de douceur et de respect, les juges lui annoncèrent qu'il ne pourrait pas poursuivre. Gary accepta cette décision avec une élégance rare, affirmant qu'il était fier de lui et qu'il était venu avant tout pour s'amuser et rencontrer d'autres passionnés partageant son amour pour les beaux objets artisanaux. Son départ fut salué par des applaudissements chaleureux. La deuxième manche débuta avec une nouvelle exigence créative. Transformer ses lames en outils fonctionnels en y ajoutant une garde et un manche ergonomique. Le tout en 2 heures. Cody se lança dans la confection d'une garde en laiton, un matériau noble mais exigeant. Malgré une petite erreur d'orientation initiale qu'il corrigea avec le sourire, il parvint à souder sa pièce. Tim, optant pour une approche pragmatique, souda directement